De retour pour la suite des Outre-mer aux avant-postes. Nous sommes toujours dans ce magnifique amphithéâtre de la Maison de l'Océan à Paris. Et quoi de mieux d'ailleurs que cette Maison de l'Océan pour parler de la faune et de la flore. D'ailleurs, notre prochaine table ronde se penche justement sur la biodiversité ultramarine face au changement climatique et au tourisme de masse. Est-elle menacée? C'est la question qu'on va poser à notre invitée tout de suite. Merci d'applaudir Marina Lévy, conseillère pour l'océan à l'Institut de recherche pour le développement. À vos côtés, Romain Gonzalez, journaliste au Point. On peut les applaudir, c'est à vous Romain. Merci beaucoup Perrine. Alors, ça en surprendra quelques-uns parce que Marina Lévy a remplacé au pied levé Frédéric Ménard, malade, qui nous a abandonnés aujourd'hui lâchement. Donc on va plutôt axer cet échange sur la question des océans. Marina Lévy, c'est votre spécialité. Vous êtes docteur en océanographie, météorologie et environnement à Sorbonne Université, directrice de recherche au CNRS. On va aborder la question tout de suite très frontalement. On va parler du risque de submersion. C'est l'un des risques les majeurs dans les territoires ultramarins. Vous avez parlé très récemment de cette question-là auprès du CESE, il me semble, il y a quelques heures de cela. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de ce qu'est le risque de submersion dans les territoires ultramarins ? On en parle assez peu, on en parle souvent en hexagone. Certains ont en image le bâtiment Signal à Soulac-sur-Mer qui a été dévasté peu à peu par des risques de submersion et la modification du trait de côte. On parle assez peu de cette question-là ici. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama ? Bien sûr, Romain. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais peut-être placer ça dans un contexte, évidemment, le contexte du réchauffement climatique. Tout le monde sait bien que 2024 a été l'année la plus chaude. On a dépassé les 1,5 degrés. Ça, je pense que on le sait, on l'a entendu dans la presse. Ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que 2024, ça a aussi été l'océan le plus chaud, avec des températures, des eaux de surface qui ont dépassé les 1 degré. Et un océan plus chaud, ce que ça implique, c'est un niveau de la mer qui est le plus élevé jamais atteint. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. Tout d'abord, la fonte des calottes glaciaires. Et puis, deuxièmement, l'expansion thermique des océans. Plus les eaux sont chaudes, plus elles occupent un volume important. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement préoccupant dans l'ensemble de l'océan et particulièrement pour les Outre-mer. Il y a une accélération de l'élévation du niveau de la mer qui est passée de... je vais vous donner 2 chiffres qui ne vont peut-être pas vous dire grand-chose, mais 1,4 mm par an jusqu'en 1990. On est aujourd'hui à 3,2 mm par an depuis 20 ans. Justement, quand on parle, Marina, de 3,2 mm par an, il faut vraiment dire aux gens que c'est déjà une croissance qui n'est pas exponentielle, mais qui est forte. Et pour se donner une valeur, un ordre d'idée, 3,2 mm par an, c'est bête à dire, mais ça fait donc 3-4 cm tous les 10 ans. Et donc, on est dans un processus qui s'accélère de plus en plus. Donc, dans des territoires où le trait de côte et où le littoral est quasiment au niveau zéro, on est sur une menace qui est très frontale et très rapide. Oui, c'est même un peu plus compliqué que ça, en fait. 3,2 mm par an, ça veut dire qu'on a déjà pris 26 cm depuis 1900. Alors, si vous lisez le rapport du GIEC, qui est toujours un petit peu difficile à appréhender, ils vous disent, pour expliquer ça, ils disent, écoutez, imaginez un événement extrême, un gros coup de vent, une grosse vague, un truc qui arrivait une fois tous les 100 ans, maintenant ça arrive une fois par an. Moi, j'ai une autre image pour expliquer ça, c'est imaginer une baignoire que vous remplissez, vous montez le niveau de l'eau, ça déborde toujours pas. Si vous mettez un enfant à l'intérieur, il commence à se secouer, là, ça va vraiment déborder. Et c'est ça qui est en train de nous arriver. Alors, dans les Outre-mer, ce qui se passe, c'est qu'en plus de l'élévation du niveau de la mer, il y a des phénomènes de subsidence. La subsidence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le sol s'enfonce. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à l'urbanisation, c'est lié au pompage des nappes phréatiques. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans plusieurs territoires. Et puis, c'est lié aussi à l'activité volcanique. À Mayotte, en 2018, il y a eu une éruption volcanique qui a conduit à une subsidence de 20 cm d'un seul coup. C'est-à-dire un effondrement du niveau du sol de 20 cm. Voilà. Donc, globalement, quelques chiffres pour les Outre-mer. Nouméa, c'est plus 22 cm depuis 2002. Fort-de-France, plus 20 cm depuis 1980. Papeete, c'est plus 18 cm depuis 1975. Et alors, à ça va s'ajouter le fait que il y avait des protections naturelles de l'océan. Et les protections naturelles, c'est les écosystèmes côtiers. Donc les récifs coralliens, les herbiers, les mangroves, qui sont en déperdition. On a perdu 50% des récifs coralliens, 30% des herbiers et 25% des mangroves. Donc toutes ces protections naturelles contre les surcôtes, contre les débordements, ne sont plus là. Donc maintenant, dès qu'il va y avoir un événement, ça sera
ça sera plus grave. Sachant qu'en plus, on voit un dessin de Xavier Gorce derrière nous pour évoquer cette question, sachant qu'en plus, ces événements extrêmes-là, qui sont amenés donc à faire monter très radicalement le niveau de la mer, ce qu'il faut bien inventer, c'est qu'ils se produisent de plus en plus fréquemment, voire extrêmement fréquemment. Donc ça s'ajoute en termes de risque. Voilà, en termes de risques, les risques s'ajoutent. Il y a l'érosion qui va s'ajouter, et puis les cyclones, qui ne sont pas forcément plus fréquents, mais plus intenses, parce qu'ils vont puiser leur énergie dans la température des eaux, et plus les eaux sont chaudes, plus ils ont d'énergie, et donc plus ils sont intenses. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces risques qui sont élevés dans les Outre-mer ne vont faire qu'augmenter dans les années à venir. Et ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de limiter au maximum cette augmentation, en limitant et en réduisant au maximum et le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre, et également en restaurant ces écosystèmes côtiers qu'on a détruits. Justement, sur la restauration des écosystèmes côtiers, on parle beaucoup de l'effondrement de ces barrières de corail, etc. Est-ce que c'est un processus, une technologie aujourd'hui qui est adaptée, pérenne, efficace de cette restauration du corail? On voit qu'on parle souvent de restauration de coraux artificiels. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place dans les Outre-mer? Est-ce que aussi ça marche, tout simplement? Oui, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé à l'Institut de recherche pour le développement que je représente aujourd'hui. Donc, je suis également la conseillère océan de l'Institut de recherche pour le développement qui travaille dans les Outre-mer depuis 70 ans. L'IRD a 80 ans aujourd'hui et on est implanté dans les Outre-mer depuis 70 ans, et on travaille en particulier sur ces renaturations de coraux, de mangroves, qui sont des choses qu'on commence à maîtriser. Donc effectivement, voilà pour cette question. Selon vous, ça c'est plutôt d'un œil un peu peut-être plus citoyen qu'en tant que scientifique. Est-ce qu'on oublie trop souvent les Outre-mer lorsqu'on aborde en France, notamment dans l'Hexagone, la question des océans et de la biodiversité? Comme je vous le disais, on a souvent l'image en tête du trait de côte et de la côte littorale aquitaine qui est en train de se faire grignoter, pardonnez-moi l'expression, peu à peu. Et on en parle assez peu, en fait, des Outre-mer, parfois sous un angle un peu exotique. Est-ce que vous le déplorez? Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est aussi un message au sein de l'IRD que vous essayez de faire passer, qu'après tout, une large partie de la population française y vit, et qu'en plus, évidemment, ce qu'on appelle la ZEE, c'est-à-dire la zone économique exclusive de la France, y est massivement représentée? C'est une très bonne question. Je vais vous donner un chiffre. 80% de la biodiversité marine française est dans les Outre-mer. Donc ça, c'est un chiffre de l'OFB, un organisme fantastique qui est mis en difficulté en ce moment. Et il y a également nombreuses espèces marines endémiques dans les Outre-mer. On en compte 300 en Polynésie, je crois, 350 en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un vrai enjeu à préserver la biodiversité en France, en particulier dans les Outre-mer. Donc évidemment, moi, mon regard d'IRDienne, si j'ose dire, est un peu biaisé, vu que nous, on ne travaille pas sur la métropole, on travaille que sur les Outre-mer. Et comme je vous ai dit, on est là-bas depuis 70 ans. Donc le premier centre qui a été ouvert, et c'était en Nouvelle-Calédonie, c'était juste après la guerre, en 1946. On a également un centre important en Guyane. Aujourd'hui, on a 200 agents IRD qui travaillent sur ces problématiques en Outre-mer, donc avec 100 personnes en Nouvelle-Calédonie, où là, on travaille essentiellement sur les phénomènes comme El Niño. La France a été vraiment précurseur sur la compréhension de ce phénomène à la fois climatique, météorologique et océanographique qui est très important. On travaille aussi également beaucoup sur le parc naturel de la mer de Corail, pour la préservation de ce parc. On travaille en Polynésie française, on travaille à La Réunion et aux îles Éparses et à Mayotte, avec un énorme projet de recherche sur la biodiversité qui est concentré sur donc, cette zone de l'océan Indien. Et puis on travaille en Guyane et aux Antilles, en particulier sur le problème des sargasses, vous savez, ce gros problème de... on va dire d'algues, entre guillemets, que les gens ont assez bien en tête, hein, de côtes ravagées par des masses d'algues extrêmement toxiques en plus. Voilà, donc nous, effectivement, à l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut donc français, on est fortement déployé dans les Outre-mer. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, vous attaquez, vous analysez la situation des Outre-mer, qui ne sont pas que donc les départements, régions d'Outre-mer, mais aussi les collectivités d'Outre-mer. Donc, ce qu'on appelle en partie, une partie de ces collectivités, ce sont les TAF, les terres australes et antarctiques, donc les îles Éparses, etc. Donc, des territoires extrêmement éloignés, pour certains extrêmement menacés. On évoque la question de l'océan, qui est donc un risque pour certains territoires, mais il y a également toujours un vivier à protéger.
J'ai une question très facile. L'année 2025, dans notre territoire, en France, c'est une année un peu clé parce qu'on accueille ce qu'on appelle l'UNOC. C'est la conférence des Nations Unies sur les océans. Alors pour le coup, on en parle beaucoup, notamment à Nice, car elle aura lieu à Nice. Vous, je crois savoir que vous travaillez activement sur la question, ça vous prend pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on peut en entendre déjà de l'UNOC pour la France, pour les territoires ultramarins? Après, je vous poserai une question aussi. Est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Oui, bien sûr. La COP, c'est la COP, l'UNOC, c'est la COP de l'océan. La COP de l'océan. C'est la COP de l'océan. Donc c'est la plus grande conférence sur l'océan jamais organisée qui va y avoir lieu là, à Nice. 10 ans après la COP des accords de Paris de 2015. Donc on est en 2025, c'est 10 ans après. On attend les accords de Nice et on espère qu'ils seront aussi importants pour l'océan que les accords de Paris l'ont été pour le climat. Donc on attend une centaine de délégations de chefs d'État et de gouvernement, des ONG, la société civile, des scientifiques. Ça sera vraiment la conférence de l'action pour la préservation de l'océan. Est-ce que vous savez si on attend une délégation, ma question est évidemment très, très directe, une délégation états-unienne lors de cette UNOC, vu la transformation politique en ce moment? Je ne pourrais pas répondre à cette question. D'accord, parce que évidemment j'ai une autre question subsidiaire qui est que peut-on attendre d'une conférence multilatérale dans laquelle certains des plus grands pays, des plus grandes zones économiques exclusives, parce que la plus grande ZEE mondiale, elle est américaine, elle est états-unienne, que peut-on attendre d'une conférence sur les océans si les États-Unis, par exemple, ne sont pas présents? Selon vous, est-ce que c'est au-delà de la déception, est-ce que vous vous dites on atteint un peu une impasse dans le multilatéralisme? Écoutez, on a vraiment besoin d'une conférence sur l'océan. De toute façon, ça fait longtemps que c'est absent des discussions internationales et ça arrive. Donc je crois qu'il faut voir les choses de manière très positive. Il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur la santé de l'océan. On a parlé du climat, mais il n'y a pas que le climat. Il y a la surexploitation des ressources. Il faut limiter les pollutions. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent être faites au niveau du renforcement de la gouvernance mondiale de l'océan. Et je pense que cette conférence, elle est particulièrement bien pensée parce qu'elle associe à ça quelque chose qui me tient à cœur en tant que chercheuse, c'est le renforcement des connaissances scientifiques et le fait que les connaissances scientifiques soient là au cœur du processus pour éclairer les décisions politiques. Et le Vous êtes encore une grande idéaliste en pensant que la connaissance scientifique peut éclairer la décision politique? La connaissance scientifique est essentielle pour éclairer les décisions politiques et en particulier quand on pense au phénomène d'érosion, d'élévation du niveau de la mer, il faut absolument éviter les mauvaises solutions. Il faut absolument se baser sur l'expertise de terrain et ça ne peut se faire qu'en associant les territoires, les responsables politiques et l'expertise scientifique. Vous évoquez des mauvaises solutions. Vous avez des exemples, entre guillemets, de mauvaises solutions face au risque d'érosion, de modification du trait de côte? Est-ce que, par exemple, construire des digues énormes, comme ça peut être le cas, ça a été un projet au Cap Ferré, est-ce que, par exemple, c'est un exemple de mauvaise solution, de bétonner au fond la mer un petit peu? Ou est-ce qu'il y a d'autres mauvaises solutions? Ou est-ce qu'on pense à faire des digues artificielles? C'est une très bonne mauvaise solution. Effectivement, il y a beaucoup d'exemples de digues qui ont été détruites par les courants et puis les choses ne vont faire qu'en s'accélérant, comme je vous l'ai dit. Donc les solutions naturelles sont de loin préférables aux solutions artificielles et ça, c'est vraiment l'expérience qui nous le montre. On voit à différents endroits des digues qui sont détruites. Donc, comme je dis, et ce qui est important de savoir, c'est que les solutions, il n'y a pas de solution qui soit applicable partout. Il faut vraiment réfléchir à chaque endroit à définir la solution adaptée. On voit justement un dessin de Xavier Gors derrière moi sur la biodiversité plastique qui touche certains territoires ultramarins. J'en profite pour, je ne manque pas l'idée de mon envie de faire une petite transition sur les menaces pesant sur les océans dans certains territoires ultramarins. L'une des menaces, on va dire la menace peut-être la plus ciblée, la plus visible, c'est la question du surtourisme dans certains territoires ultramarins qui engendre de nombreux méfaits. Et évidemment, l'explosion des plastiques dans les océans, on va dire le bétonnage de certaines côtes, l'explosion tout simplement des trafics aériens. Les effets sont multiples sur la biodiversité. Quel regard, vous, en tant que scientifique, vous portez sur cette question du surtourisme qui est dans certains territoires ultramarins et critique? Parce que l'industrie du tourisme est évidemment un vivier économique énorme. Je pense aux Antilles, je pense quand même en partie à La Réunion, à la Polynésie française aussi.
C'est vrai que le tourisme, c'est un vrai problème. Le tourisme balnéaire, c'est relativement récent, donc c'est assez intéressant de regarder son histoire. Et ça continue d'être en plein essor. Ça a commencé au 19e siècle. Moi, j'adore, il y a un tableau de Manet où on voit le début du tourisme balnéaire, avec des gens qui sont sur la plage. Et puis on voit au fond un bateau à vapeur qui marche au charbon. Et donc on voit que c'est le début de l'ère industrielle, avec la pollution, etc. C'est fantastique. Et ça montre vraiment que le tourisme balnéaire, ça a commencé vraiment au début de l'ère industrielle. Ça a commencé avec les valeurs thérapeutiques des bains de mer, et puis ça a été l'attrait pour le soleil. Alors l'attrait pour le soleil, c'est rapidement effectivement arrivé dans les Outre-mer, avec le développement de nombreuses stations balnéaires, ports de plaisance, qui ont énormément artificialisé ces milieux et parfois modifié le trait de côte. Donc ce qui a accéléré des phénomènes d'ensablement ou au contraire d'érosion. Donc ça a été quand même très néfaste, de destruction de dunes. Ça, on le voit un peu partout, de destruction de l'habitat et de sites de reproduction de nombreuses espèces qui ont été endommagées, donc avec vraiment des problèmes pour la biodiversité. Puis le surtourisme, ça, je pense que tout le monde le sait. Je vous apprends rien en disant que c'est fortement consommateur de matières premières, d'eau, d'énergie et donc source de pollution, et comme vous l'avez dit, notamment de pollution plastique. Et alors à ça, il faut rajouter un autre élément, c'est l'industrie des croisières, qui pollue d'autant plus le milieu marin, qui va endommager les écosystèmes avec les accostages de personnes qui vont débarquer à 3000 dans des petites plages en 2 heures. C'est vrai que ça va être une évidence, il faut rappeler que entre guillemets, cette massification du tourisme dans certains territoires, si tout simplement la planche sur laquelle elle se situe, c'est-à-dire la destruction des écosystèmes marins, l'explosion du nombre de sargasses, de crises climatiques, rend aussi le tourisme entre guillemets de moins en moins agréable et de moins en moins adapté à ces on va dire ces territoires-là. On imagine mal évidemment des écosystèmes détruits être encore attractifs d'ici une trentaine, quarantaine d'années. Ouais. Ouais, donc on est un peu en train d'exploiter jusqu'à l'os certains écosystèmes, jusqu'à les détruire complètement dans certains territoires. Ouais, il y a une baisse d'attractivité, effectivement, qui est liée par exemple à la plongée sous-marine, avec toute la destruction des coraux, etc. Et puis alors, juste un point à rajouter, si je rajoutais un chiffre sur le tourisme que j'ai trouvé et qui est assez intéressant. Est-ce que vous saviez que le tourisme, c'est responsable de 8% du total des émissions de gaz à effet de serre? Alors pas le tourisme total sur la planète. Au niveau mondial? Au niveau mondial, c'est 8%. Et sur ces 8%, les 3/4, c'est les transports. C'est le transport aérien. Donc, effectivement, sur les Outre-mer, je sais que il y a eu une session tout à l'heure sur le transport. Mais on sort d'une session sur la question du secteur aérien dans les Outre-mer. Évidemment, on a en droit de se poser la question de la viabilité d'une certaine forme de tourisme qui vient tout simplement de l'Hexagone dans des territoires très éloignés. C'est vrai que cette question-là du tourisme est en train de se poser de plus en plus fortement. Ouais. Voilà. Mais après, on commence à envisager des formes de tourisme durable, et c'est ça ce qu'il faut inventer, ce qu'il faut envisager, c'est de rendre le tourisme le plus durable possible. L'un des repositionnements de certains territoires ultramarins, notamment par exemple à La Réunion, qui est une île sur laquelle j'ai vécu, et évidemment, ce que vous évoquez dans le tourisme durable, est de se repositionner vers un secteur du tourisme aussi beaucoup plus premium. C'est un peu cruel à dire, mais c'est très direct. Un tourisme beaucoup plus cher, qui préserve plus les écosystèmes, avec beaucoup moins d'individus, et qui a tendance à mieux équilibrer cette question de l'attractivité économique contre la protection de la biodiversité. C'est une forme de développement touristique dans certains territoires. Voilà. Bon, c'est pas parce que c'est premium que c'est durable. Hein. Ça n'a pas du tout été démontré. Ça, hein. C'est vrai, je vous le confirme. Ouais. Donc, le tourisme durable, c'est pas du tourisme premium. Le tourisme durable, c'est du tourisme qui prend en compte l'environnement. On a quand même du mal à imaginer... Le tourisme premium a quand même tendance à utiliser beaucoup d'eau, de ressources. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'il y ait toujours autant de masse touristique dans certains territoires. On a du mal à imaginer qu'au bout d'un moment, on n'impose pas certains quotas, comme on le fait déjà dans certains territoires hexagonaux de touristes. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Est-ce que vous diriez que dans les territoires ultramarins, pour y avoir vécu encore une fois, on a une vision de l'océan et de la mer qui est parfois contrastée. On regarde, on visualise la mer comme une source de menaces, parfois d'opportunités, de ressources halieutiques, de ressources en matières premières. Vous, est-ce qu'au sein de l'IRD, comment vous visualisez ce regard sur la mer dans les territoires ultramarins? Un océan, une mer souvent vue comme tout simplement quelque chose, un territoire à exploiter parfois plus qu'à protéger. Nous, on regarde ça sous l'angle du développement durable.
Donc c'est vraiment l'objectif de développement durable 14 qui est dédié à l'océan et à la protection de l'océan. C'est comment utiliser les ressources de l'océan de manière le plus durable possible. Et donc ça, c'est une question d'équilibre entre l'usage de la mer et pour pouvoir garder un océan qui continue de nous rendre des services. Et personne n'a envie de se baigner, par exemple, dans une mer polluée et remplie de plastique. Donc, j'imagine que dans les Outre-mer, c'est pareil. Chacun a envie d'un soin, quand même, pour cet écosystème. Et puis, évidemment, il y a la gestion durable des ressources halieutiques, dont les premiers bénéficiaires, on l'oublie souvent, ce sont les pêcheurs. Il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres. Un chiffre sur la pêche, par exemple. Aujourd'hui, selon les estimations de la FAO, environ 30% de la pêche est en surpêche. En surpêche, ça veut dire que les stocks sont en risque d'effondrement. Donc 30%. Alors, il reste donc 70%. Sur ces 70%, on a 60% qui sont déjà au niveau max. C'est-à-dire que si on augmente un tout petit peu, on passe en surpêche. Et donc, il reste que 10% des stocks de pêche qui sont exploités de manière où on pourrait un petit peu les augmenter. Donc, c'est vraiment beaucoup, on est vraiment en limite. Un autre chiffre, évidemment, c'est la pollution de plastique. La production de plastique, elle était pratiquement nulle dans les années 60. Je ne sais pas si vous regardez les films qui datent des années 60, on ne voit aucun plastique, c'est marrant. Et il n'y a rien, vous voyez les gens manger. Oui, dans les tontons flingueurs, on est plus sur un environnement fait de verre. Oui, il n'y a pas de plastique. Il faut avoir ce regard, hein. C'est intéressant. Aujourd'hui, on est à 400 millions de tonnes par an, avec à peu près 5% qui arrivent dans l'océan, ce qui fait 20 millions de tonnes par an qui arrivent dans l'océan. C'est énorme. C'est ce plastique, une fois qu'il arrive dans l'océan, il est ingéré par les organismes et ça se retrouve essentiellement dans leur estomac. Alors, et après, comme nous, on les mange, ça se retrouve dans le nôtre, surtout quand on mange des sardines, par exemple, parce que là, on mange tout, ou quand on mange des moules ou des huîtres, où là aussi, on mange tout, donc on récupère aussi les plastiques. Après, il y a d'autres questions qui est, par exemple, les grands fonds marins. Mais donc, on parlait on parle aujourd'hui beaucoup de l'exploitation possible des grands fonds marins, parce que vous savez qu'il y a des nodules polymétalliques qui sont... Il va falloir nous expliquer ça, je pense. Donc, il y a sur les fonds marins des nodules polymétalliques qui sont remplis de métaux qui sont très utiles pour nos batteries, etc. Et se pose la question de l'exploitation possible de ces ressources. Et nous, en tant que scientifiques, nous alertons sur le danger potentiel de commencer à miner les fonds marins parce que ça détruirait énormément les écosystèmes et ça pourrait avoir des effets néfastes également sur le climat. On en trouve de ces nodules dans les ZEE françaises ? On en trouve dans les ZEE françaises, tout à fait. Et donc, à l'Institut de recherche pour le développement, nous sommes actuellement en train de mener une expertise scientifique collective, justement, dans les territoires d'outre-mer, en associant les populations pour essayer de voir quels sont, eux, leurs ressentis par rapport à ces exploitations et quel est le ressenti des scientifiques. Et est-ce que c'est un message que vous arrivez à porter auprès de ces populations, mais aussi auprès du personnel politique ? Parce qu'on entend souvent dire que la France, c'est 10 millions, je crois, de kilomètres carrés de ZEE, la deuxième mondiale. Et, entre guillemets, ce serait dommage de ne pas en profiter au niveau de l'exploitation des matières premières. Est-ce que vous, parfois, vous prêchez un peu dans le désert ? Vous êtes vraiment la scientifique qui rappelle à tout le monde que ce serait bien de préserver la biodiversité, même si on doit renoncer à l'exploitation de quelques matières premières ? Il faut savoir que concernant l'exploitation des grands fonds marins, la France a marqué de manière très claire son opposition à cette exploitation. Donc là, je pense qu'on a été particulièrement bien entendu sur ce sujet-là. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous sommes en discussion, en particulier sur la question des aires marines protégées et surtout sur le niveau de protection de ces aires marines protégées. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup d'aires marines protégées, mais que les scientifiques estiment que le niveau de protection n'est pas suffisant pour pouvoir permettre vraiment la préservation au niveau où on l'espère de la biodiversité. Peut-être une dernière question plus large avant de prendre une ou deux questions du public. En ce moment, dans la presse, même la presse généraliste, pas forcément la presse scientifique, on parle beaucoup du courant AMOC.
et de son potentiel effondrement et des conséquences dramatiques que cela pourrait avoir. Dans l'esprit du grand public, l'effondrement d'un courant océanique, ça peut créer une catastrophe de type 2012, qui est un film catastrophe de Roland Emmerich, qui est un film totalement extravagant, mais c'est vraiment une sorte de chute des températures brutales, une modification de la biodiversité, une sorte d'apocalypse climatique. Est-ce qu'entre guillemets, la modification du courant amok, c'est quelque chose que vous suivez, vous, en tant que scientifique, et qu'est-ce que ça vous inspire? Quels sont les risques? Oui, c'est quelque chose que la communauté scientifique suit de près. Il y a des articles là-dessus qui sortent toutes les semaines. Donc, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, la Terre reçoit plus d'énergie lumineuse à l'équateur qu'au pôle. C'est pour ça qu'on va dans les Outre-mer en vacances. Donc ça, tout le monde l'a compris. Et puis, l'océan, c'est un grand régulateur du climat. Et donc, ça va transporter cet excédent de chaleur, en fait, partiellement de là où ça arrive vers nos latitudes. C'est pour ça que nos latitudes sont plus tempérées que ce qu'elles ne seraient s'il n'y avait pas l'océan. Alors ce qui se passe, c'est que tout ça c'est permis par une circulation, par des courants qui sont entretenus par la coulée d'eau aux hautes latitudes. Et ça se passe dans l'Atlantique Nord et dans l'océan austral. Et du fait de la fonte des glaces, la fonte des glaces libère dans l'océan des masses d'eau qui ne sont pas salées. Et ces eaux pas salées sont moins lourdes que les eaux salées. Et donc, ça va freiner le moteur essentiel de cette circulation. Donc, l'eau circule tout simplement moins entre comme entre les cette eau, latitudes. elle circule de manière très variable, on n'arrive pas encore, et que c'est très difficile de l'observer, on n'arrive pas encore à observer de manière sûre ce ralentissement. Par contre, nos calculs prévoit un ralentissement dans les années à venir avec l'amplification du réchauffement. Et la crainte qu'on a, c'est que ça soit non seulement un ralentissement, mais un arrêt. Mais ça, c'est une crainte, donc c'est un risque. C'est un risque qui, pour l'instant, et dans les derniers rapports du GIEC, n'était pas très élevé, qui probablement est un peu plus élevé que ce qu'on avait estimé auparavant. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire effectivement une moins bonne répartition de la chaleur entre l'équateur et les pôles. Et donc, malgré le réchauffement planétaire, le réchauffement serait beaucoup plus concentré sur les tropiques, avec des épisodes de froid intense qui pourraient arriver à nos latitudes, en particulier sur notre façade océanique en métropole. Voilà, c'est un risque qui peut arriver. Maintenant, on ne sait pas si ça va arriver dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 200 ans. Ça reste quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler activement. La communauté scientifique travaille activement là-dessus. Merci beaucoup. Marina Lévy. Merci Marina Lévy. Il nous reste quelques minutes à peine. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans le public adressées à Marina Lévy? Je devine une main qui se lève par ici. Le micro arrive jusqu'à vous. Là, il y a monsieur s'est levé. Vous avez la parole, monsieur. On vous écoute. Oui, bonjour et merci pour ce sujet important. Donc j'ai envie de faire le lien avec, entre les risques et le chlordécone. Je ne sais pas si c'est un sujet qui est dans votre champ de compétences. Donc j'avais 2 questions. Vous pouvez répéter parce que je ne vous ai pas entendu. Excusez-moi. Donc je vous disais que j'ai envie de faire le lien entre les risques liés aux océans et le chlordécone, qui est quelque chose qui touche spécifiquement les Antilles, notamment par rapport aux pesticides, etc. Donc je ne sais pas si ça fait partie de votre champ de compétences. Ok. Pas du tout. Je suis désolée. Je suis plutôt océan, moi. Ok. Je suis désolée. D'accord. Bon, je pose plus ma question. Merci, monsieur. On aura l'occasion de reparler du chlordécone, qui est évidemment une vraie question de pollution et de destruction de la biodiversité, des écosystèmes dans les Antilles. Je pense qu'il y a eu pas mal d'articles de presse, il y en a de plus en plus, à juste titre, sur cette question absolument dramatique. Monsieur, vous avez tout à fait raison. Monsieur là-haut, je crois que vous avez une question pour Marina Lévy, on vous écoute. Oui, tout à fait, j'ai une question. C'est vrai que vous avez parlé de pas mal de choses et je trouve qu'il est assez dommage que l'interview que vous faites aujourd'hui se passe ici et pas dans les autres mers où la population est vraiment concernée. Donc si je suis votre logique, vous êtes en train de me dire qu'il faut que demain je rentre en Martinique pour dire aux Martiniquais il va falloir déplacer 40% de la population parce qu'on a la problématique de montée des eaux. Déplacer 40% de la population où, parce que le relief ne permet pas, ça veut dire les exiler peut-être vers la France hexagonale, ça veut dire un billet sans retour, parce qu'on connaît la problématique des billets d'avion aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier phénomène, donc il va falloir y penser. Et comment on va annoncer ça à notre population? La deuxième chose, vous avez parlé des problématiques de barrières naturelles qu'il y avait.
On sait que dans les 10 années qui ont précédé, ça n'a pas été détruit par la nature, mais par la spéculation immobilière qui se passe actuellement en Outre-mer, parce que beaucoup d'hexagonaux arrivent et tout le monde va avoir les pieds dans l'eau et détruit les mangroves, détruit cette protection. Donc pourquoi il n'y a pas de loi qui protège et qui empêche cette spéculation qui nous met en danger finalement dans cette situation? Troisième question pour aller vite, vous avez parlé des sargasses. Alors attendez, On n'aura malheureusement pas le temps de répondre à 3 questions, désolé monsieur. Je m'arrête sur les sargasses. Il va falloir que je me souvienne de vos questions. Je m'arrête là-dessus rapidement. Les sargasses, pourquoi on n'applique pas le principe de pollueur-payeur? Parce qu'on sait d'où ça vient et aujourd'hui, c'est toujours pas fait de manière à protéger nos territoires de ce fléau. Merci. Marina, 3 sujets. D'abord, la question du déplacement potentiel des populations. Merci monsieur pour vos questions. Je vais avoir un petit peu de mal à vous répondre parce que moi je ne fais pas de la politique, je fais de la recherche. Hein. Donc je vous réponds en tant que chercheuse et depuis ma position de chercheuse. D'abord pour vous dire que l'Institut de recherche pour le développement, comme je vous l'ai dit, est sur place aux Antilles. Et donc, moi, j'ai parlé ici aujourd'hui, mais je suis certaine qu'il y a des collègues qui seront ravis d'aller parler sur place aux populations et qu'on essaye de faire ça le mieux qu'on peut. Voilà. Donc, je précise, pardonnez-moi, que l'événement est aussi visible en streaming, donc vu de partout. Voilà. Mais juste pour dire, par exemple, on travaille avec des aires marines éducatives ou des choses comme ça pour essayer justement de sensibiliser les populations à ce problème. Deuxièmement, alors concernant le déplacement des populations, c'est un vrai sujet, et c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux être averti. Ça c'est la première chose. Moi, je ne peux que vous avertir de la montée des eaux et des risques, et ensuite, effectivement, localement, voir. Vous savez, d'une part, il y a les risques, et d'autre part, il y a la vulnérabilité. Et il faut vraiment conjuguer les deux choses. Donc, moi, je vous préviens des risques. Vous, au niveau du territoire, vous regardez où est-ce que c'est vulnérable, où est-ce qu'il y a des habitations qui sont éventuellement trop près de l'eau. Et c'est éventuellement ces populations qu'il faudra avertir en premier. Ce qui est crucial, à mon avis, c'est qu'on ne peut pas déplacer les populations comme ça, vous avez raison, du jour au lendemain. D'abord, ça coûte cher. Et puis surtout, il faut l'accord des populations. Donc, il faut effectivement réfléchir à ces solutions en impliquant les populations et en discutant avec les populations. C'est ce qui me paraît essentiel, c'est le dialogue. Je crois que vous aviez une troisième question. Sur la question peut-être des sargasses, on finira là-dessus. Je suis désolé, sur la partie spéculation immobilière, on n'aura pas le temps de l'aborder, monsieur. Et je ne sais plus ce que c'était la question sur les sargasses. La question des sargasses, j'imagine pourquoi la puissance publique... Les pollueurs-payeurs posaient la question. Oui, le principe du pollueur-payeur, pourquoi il n'est pas plus souvent appliqué? Et là encore, je ne peux me positionner qu'en scientifique. Donc nous essayons d'essayer comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des sargasses. C'est quelque chose qui est arrivé depuis les années 2011. Donc on a beaucoup progressé sur la compréhension des causes. Et donc nous savons aujourd'hui que c'est beaucoup lié aux nutriments qui arrivent par les fleuves. Donc je pense que la première chose à faire déjà, c'est d'agir sur les causes pour qu'il y ait moins de production de sargasses. Ça, c'est la chose que je peux dire en tant que scientifique. Et effectivement, pour conclure, monsieur, le sous-texte de votre question, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de déplacer 40% de la population dans certains territoires, et donc il faut agir très rapidement. Et je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau pour insister là-dessus. Mais c'est plutôt sans doute à la puissance publique de se positionner qu'aux scientifiques qui, eux, ont fait le job. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Et voilà qui nous amène à la fin de cette matinée des Outre-mer aux avant-postes. On marque une petite pause et on se retrouve en début d'après-midi à 14h pour la suite de nos tables rondes. À tout à l'heure.